Bonsoir, nous sommes au souk juif de Jérusalem. Ici, la vie quotidienne semble sans histoire, un peu comme partout, et bien pourtant, vous voyez, il y a des mesures de sécurité tout à fait exceptionnelles. Car ici même, il y a eu au cours des dernières années plusieurs attentats, notamment des attentats suicides qui ont décimé des familles entières. Et la tension a été portée à son comble en janvier dernier. Après des tirs de roquettes palestiniennes sur son territoire, Israël a lancé une série de bombardements sur la bande de Gaza, située à peine 90 km de Jérusalem. L'opération Plomb durci va durer plus de 20 jours, tuant 1300 civils palestiniens. Renforçant encore les rancœurs entre les deux communautés, et à Jérusalem, on craint de nouveaux attentats kamikazes. Alors l'histoire que nous allons vous raconter ce soir, c'est celle de deux jeunes filles. L'une kamikaze palestinienne, l'autre victime israélienne. Les deux jeunes filles avaient à peu près le même âge. Elles se ressemblaient presque trait pour trait. Leurs mères vont tenter de se rencontrer pour établir un dialogue a priori impossible. Que vont-elles se dire? Vont-elles parvenir d'ailleurs à se rencontrer alors que tout les oppose? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir à travers ce document de Hila Medalia pour Enquête exclusive. Panique à Jérusalem. Un bulldozer lancé à pleine vitesse écrase tout sur son passage. Au volant, un kamikaze palestinien qui veut faire un maximum de victimes. Sur sa route, un autobus qu'il a renversé comme un fétu de paille. Au total, ce 2 juillet 2008, il tue 3 personnes et en blesse 40. Un attentat comme les Israéliens n'en ont jamais connu. Pour arrêter le bulldozer, cet homme en t-shirt bleu, un militaire en permission, là-bas, à bout portant. Et un policier lui donne le coup de grâce. Personne n'imaginait qu'un attentat puisse être commis avec un bulldozer. La vie des habitants de Jérusalem devient de plus en plus dangereuse. Les kamikazes échafaudent de nouvelles formes d'attentats qui arrivent à déjouer la vigilance des policiers. Si le kamikaze s'est sacrifié, c'est pour dénoncer, selon lui, l'occupation de Jérusalem, qu'Israël revendique comme capitale depuis 1967. Parce que cette ville abrite des lieux saints pour les Juifs, comme le mur des Lamentations, mais aussi pour les Palestiniens, de hauts lieux de la religion musulmane, comme la grande mosquée d'Al-Aqsa. Israéliens et Palestiniens se disputent la ville depuis plus de 40 ans. Un conflit à la fois politique et religieux. Aux prières succèdent des attentats, toujours plus sanglants. On est passé au début des années 2000, des tireurs isolés qui sèment la terreur, aux colis piégés, abandonnés dans des lieux très fréquentés, comme l'université de Jérusalem. En 2004, les terroristes palestiniens du Hamas franchissent un pas supplémentaire. Ils envoient des kamikazes équipés de ceintures explosives se faire sauter au milieu des foules. Une pratique inculquée très tôt aux enfants pour les convaincre de se sacrifier pour la cause, mais aussi parce qu'ils éveillent moins les soupçons. Celui-ci s'est fait repérer avec sa charge mortelle sur le ventre, intercepté à un barrage de l'armée. Il n'a que 16 ans. Alors vous allez découvrir comment la police de Jérusalem traque ses kamikazes avec le Yassam. Une brigade anti-attentat équipée de motos afin de se faufiler partout. Benjamin en fait partie depuis 10 ans. Il sait désormais que les agresseurs peuvent surgir de n'importe où. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de les repérer bien avant qu'ils arrivent dans la ville. On peut appeler ça presque une mission impossible. Et il n'y a pas que les policiers qui les recherchent. Abigail veut retrouver la famille du kamikaze qui a tué sa fille. Bonjour, j'ai perdu ma fille dans l'attentat de mars 2002 dans un supermarché de Jérusalem et je voudrais entrer en contact avec les parents de la personne qui a tué ma fille. Une enquête à rebondissement qui ne va pas se dérouler comme prévu. Car face à elle, Oumayat, la mère du kamikaze, n'est pas décidée à se laisser faire.
Ce n'était plus une enfant. Dans sa tête, c'était bien d'agir ainsi. Alors, entre ces deux mères, qu'a priori tout oppose, un dialogue est-il possible? Tout commence le 2 mars 2002. Dans ce supermarché du centre de Jérusalem, un kamikaze vient de se faire exploser. Nous sommes sur place et vous pouvez voir les images en direct. 2 personnes ont été tuées dans ce supermarché de Kiryat Yovel. Très vite, surprise pour les policiers. Ils découvrent que l'auteur de l'attentat est en fait une kamikaze, une jeune fille de 17 ans. L'explosion a fait 2 victimes. Parmi elles, une adolescente israélienne. Et ce qui frappe tout de suite les enquêteurs, c'est sa ressemblance troublante avec la jeune kamikaze. Elles ne le savent pas encore, mais le destin de 2 mères vient de basculer. Elles pensaient que ce genre de drame ne pouvait arriver qu'aux autres. J'ai entendu l'ambulance qui s'est arrêtée près du lieu de l'attentat, mais je n'ai pas entendu l'explosion. J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit « Attends une seconde, il y a un flash d'information ». Et là, je l'ai entendu crier « Oh mon Dieu, il y a un attentat suicide au supermarché Kiryat Yovel ». Je lui ai dit « Rachel est là-bas » et j'ai raccroché le téléphone. À 5 km de là, à Deïché, en territoire palestinien, la mère de la kamikaze est elle aussi devant la télévision. La télé a annoncé flash spécial d'information. Ça m'a inquiétée, je me suis demandé si ça allait s'arrêter un jour ce genre de flash. La journaliste a parlé d'une opération menée par un martyr à Jérusalem. Je me suis dit que ça n'était pas très loin de chez nous. Et on est allé dans le secteur du supermarché. Et les policiers nous ont bloqué le passage et je leur ai dit « Ma fille est à l'intérieur et vous allez me laisser passer ». Puis la télé a dit que le porteur de la bombe était une fille. Une fille? Il n'y avait pas assez d'hommes disponibles? Ils nous ont dit qu'il y avait seulement 2 morts dans cet attentat. La personne qui portait la bombe et le vigile. Après, j'ai entendu à la télé que la fille était de Bethléem. Ça m'a angoissée parce que ça se rapprochait de nous. Et quand ils ont dit que la fille était du camp de Deïché, j'ai senti le feu monter dans mes veines. Et je leur ai demandé si l'attentat suicide avait été commis par une fille. Et ils m'ont répondu que oui, et qu'elle avait 16 ans et demi. Je leur ai dit, selon moi, vous vous trompez parce que je crois que cette personne de 16 ans et demi, c'est ma fille. J'avais tout de suite compris que je l'avais perdue. Abigail se précipite alors à l'hôpital. Mais pourquoi il n'y a pas de liste des blessés? L'attentat fait la une du journal télévisé. Nous venons d'apprendre le nom de la jeune fille tuée dans l'attentat terroriste de Kiryat Yovel. Il s'agit de Rachel Levy, une jeune fille de 17 ans qui vivait à Jérusalem. Rachel est transportée à l'Institut médico-légal de Jérusalem. C'est là qu'Abigail va aller reconnaître le corps de sa fille. Son visage était intact, sans trace de brûlure, et ses cheveux étaient mouillés, car je pense qu'il l'avait lavé. Et là, j'ai vu un trou. Il l'avait placé sous une couverture. Je voyais seulement sa tête. Je suis sûre qu'elle était en morceaux et qu'ils n'ont pas voulu que je la voie ainsi. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je l'ai embrassée une dernière fois. C'est tout. C'était la fin de ma fille. La télévision révèle ensuite l'identité de la kamikaze palestinienne. Et là, le sang d'Oumayat se glace dans ses veines. Et puis la télé a affiché son nom, Ayat al-Akras. J'espère pour vous que vous n'éprouverez jamais cette sensation. Oh ma fille, pourquoi tu me fais ça?
Pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu partais à l'école. Qu'est-ce qui t'a poussé à te faire exploser? Il fallait que tu fasses ça? Il fallait que tu te fasses exploser en une seconde? Qu'est-ce que je vais dire à ton fiancé? Qu'est-ce que je vais dire à toute la famille? Je me sentais complètement dépassée, je comprenais plus rien. Un attentat commis par une jeune fille dont les parents étaient à 100 lieues de s'imaginer qu'elle en était capable. Alors à Jérusalem, pour les hommes du Yassam, la tâche est de plus en plus difficile. Comment identifier ces kamikazes déroutantes? Cette fois-ci, leur équipement impressionnant, avec moto, mitraillettes, pistolets 9 mm, grenades et gaz lacrymogène ne leur garantit pas de réussir à tous les coups. Ce jour-là, direction Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville, un endroit ultra sensible. C'est aussi un passage aussi où il y a beaucoup de tensions. Parce que d'un côté, vous avez les territoires palestiniens et de l'autre côté, vous avez la capitale israélienne. Benjamin, un jeune Israélien d'origine française, en fait partie depuis 10 ans. Là, on arrive à la porte de Damas. Sa mission, empêcher les terroristes d'entrer dans le quartier juif. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de les repérer bien avant qu'ils arrivent dans la ville. Parce que dans la ville, on fait notre mieux pour essayer de réduire un maximum le dégât, mais on peut appeler ça presque une mission impossible. Ils se déplacent toujours groupés, lunettes noires et casquettes vissées sur la tête. Le but, impressionner. Les kamikazes qui ont été engagés par les organisations terroristes, et qu'en fait il s'agit de petits jeunes. Beaucoup de fois, ils ont vu beaucoup de forces de police et c'est pas des grands combattants. Et ils ont vu des forces de police, ça leur a fait peur et ça les a dissuadés, donc ça a aussi son importance. C'est aussi une façon d'empêcher un attentat. Pour dissuader, il faut multiplier les contrôles. Ces deux jeunes Palestiniens n'ont a priori rien de suspect. Mais Benjamin vérifie leurs papiers. Un contrôle d'identité, ça peut toujours dégénérer. Tout peut basculer en 1 minute. Là, vous avez l'air plutôt détendu. Détendu peut-être, mais toujours prêt à répondre à la menace. Désormais, à Jérusalem, tout le monde est suspect. Et désormais, tout le monde surveille tout le monde. Au quartier général de la police, le Standard reçoit 4000 appels par jour. Ici la police, j'écoute. De simples citoyens qui pensent avoir repéré quelque chose d'anormal. La moitié des appels concernent des menaces terroristes. Alors les agents ont été formés pour différencier au plus vite les coups de fil qui font état d'une menace réelle. La personne avait un accent? Elle avait la tête couverte ou elle avait une perruque? Soyez plus précis, qu'est-ce qu'elle fait cette personne là-bas? Pour Albert Shemtov, le responsable du central de police, certains indices ne trompent pas. C'est des gens qui appellent quelquefois dans le bus, ils nous disent voilà, je suis par exemple dans le bus numéro 32, il y a une personne qui est assise au milieu du bus, elle porte un manteau, il fait 30 degrés dehors. C'est quelque chose de tout à fait illogique, c'est pas normal. Elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose, je vois des fils électriques qui sortent de son manteau, tout ça. Donc, ce sont des choses ou bien elle a une sacoche qui est très lourde. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. La police n'est pas au bout de ses peines, car les kamikazes, comme Hayat, deviennent des martyrs et font même des émules côté palestinien. C'est à 6 km de Jérusalem, en territoire palestinien, à Deiché, tout près de Bethléem, que vit la famille d'Hayat. Deiché est un camp de réfugiés. Créé en 1967, il devait être une installation provisoire, destinée à accueillir les Palestiniens chassés des territoires nouvellement occupés par Israël. Hayat, l'adolescente kamikaze, a grandi dans ce quartier. Son geste, qu'elle a prémédité dans le secret, a fait une seconde victime, sa famille.
Si j'avais su ce qu'elle avait l'intention de faire, je l'aurais arrêtée. Rien n'est aussi précieux au monde que son enfant. Elle a une place très spéciale dans mon cœur. Bien sûr que je l'aurais arrêtée. Même par la force. Hayat a été entraînée dans une spirale de violence. Selon sa mère, tout aurait commencé par une incursion israélienne dans le camp de Deïché. L'armée y mène souvent des raids meurtriers. C'est l'un d'entre eux qui aurait traumatisé sa fille. Jusqu'ici, elle en avait juste entendu parler. Mais là, Hayat y a assisté. Elle l'a vécu. Quelques semaines plus tard, Hayat, étudiante sans histoire, s'enrôle auprès d'une organisation terroriste qui se bat pour bouter les Israéliens hors de Jérusalem. Voici son dernier message, à la fois glacial et poignant. Au nom d'Allah le miséricordieux, moi la martyre vivante, Hayat al-Akras, j'exécute ma mission par pure dévotion à Allah. Puisse cet acte nous conduire vers la victoire. Martyr Hayat al-Akras. Et l'engrenage de la violence se poursuit. Au moment de se recueillir en la mémoire d'Hayat, l'une de ses sœurs jure de reprendre son combat. Hayat en a tué 3. Si Allah le veut, sa sœur en tuera 30. Je le jure sur Allah. Je le jure. Je le jure. Oui, Hayat, ma sœur. J'en tuerai 30 pour toi. J'en tuerai 30. Elle a fait ça elle-même parce que les autres n'ont pas le courage. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Laisse-la parler. Et sa réputation de martyr gagne son lycée. Des fresques la représentent, revolver à la main. Et une chanson célèbre son sacrifice. En classe, ses camarades gardent sa place libre, avec sa photo sur le bureau. Pour elle, Hayat est un modèle. Et notre enquête va rebondir 2 ans plus tard, à Jérusalem. La famille de Rachel s'est réunie en mémoire de la jeune fille. Je veux croire que Rachel aujourd'hui est dans un monde meilleur, à côté de Dieu. Et à cette occasion, un projet fou va mûrir dans l'esprit de sa mère. Abigail veut mener l'enquête, elle veut comprendre qui a organisé l'attentat. Pour cela, elle devra se déplacer en territoire palestinien. C'est un peu inquiétant. Alors, à l'occasion d'une soirée entre amis, elle va évoquer son projet. Mais l'accueil va se révéler plus que réservé. On a formé ce groupe pour rencontrer d'autres personnes qui ont perdu un être cher, comme moi. Ces personnes ont ressenti la même chose, la même douleur. Tout le monde est là, je vous présente Bella et Ellie. Ils sont auprès de moi et ils me soutiennent quand j'ai besoin d'eux. J'aimerais vous confier mon projet et avoir votre opinion. Je sais que certains d'entre vous vont m'en vouloir, mais je vais vous le dire quand même. Il s'agit de la personne qui a tué ma fille. J'ai envie de savoir qui était la personne qui se tenait là immobile, à l'entrée du supermarché avec ma fille, et qui a décidé de la tuer. Elle ne se tenait pas immobile. Pourquoi ça t'intéresse? Comment t'as pu avoir cette idée? Pourquoi ça t'intéresse? Ils habitent où? Ils habitent à Deïché. Je te comprends très bien. J'aurais envie d'y aller à ta place. Alors là, pas moi, pas du tout. Si tu penses que ça va te faire du bien, vas-y, ne nous écoute pas.
Je les déteste. Et je leur dirai clairement que je ne les aime pas. Mais je suis curieuse de les rencontrer. À mon avis, Abigail, tu fais ça pour te venger. Tu veux leur faire honte. Je te comprends, mais je ne sais pas ce que tu vas gagner en faisant ça. Peut-être que ça va te permettre de refermer un cycle. S'ils ouvrent la frontière et si on peut aller dans leur région, j'irai peut-être. Parce que je veux vraiment rencontrer la mère d'Ayat. Et je veux lui parler comme une mère à une autre mère. Abigail sait qu'elle a peu de chances d'entrer directement en contact avec les parents de la jeune kamikaze. Alors elle contacte un journaliste qui a suivi l'affaire. C'est lui qui va appeler les parents d'Ayat par téléphone. Allô ? Bonjour mon frère. Bonjour mon ami. Je suis Ronnie Shaked, du journal Yediot Aharonot. Je vous ai rendu visite il y a environ 1 an. Oui, bonjour. Comment va tout le monde? Ça va, grâce à Dieu. Comment va la mère d'Ayat? Elle va bien, Dieu merci. J'ai quelque chose d'important à vous demander. J'écoute. Je suis chez les parents de la jeune fille qui est morte dans l'attentat d'Ayat. Dieu ait pitié de son âme. Longue vie à vous. Sa mère demande si vous seriez d'accord pour prendre un café avec elle. Franchement, je crois que ce serait difficile avec le couvre-feu. Mais seriez-vous d'accord pour parler avec elle quand le couvre-feu sera levé, si j'organise la rencontre avec l'aide d'un de mes collègues de Bethléem? Pas tout de suite, bien sûr. Peut-être dans 2 ou 3 jours, ou dans 1 semaine ou 2. Peut-être après Noël. On y arrivera. C'est d'accord? On y arrivera. C'est vraiment très important. On va s'arranger. D'accord. Merci beaucoup. Merci. De rien. Maintenant qu'il m'a annoncé que la mère acceptait de me voir, je vais devoir me préparer. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais lui dire. Mais la tension est trop forte. Nous sommes en 2005, à Jérusalem. Après les supermarchés, les kamikazes ont ciblé des bus et des taxis collectifs qui leur permettent de se mêler à la population. Alors depuis cette période, aux entrées de Jérusalem, Benjamin contrôle systématiquement les transports en commun. Dans cette zone, il y a beaucoup de passages, beaucoup de circulation de gens. On craint énormément qu'ils utilisent un taxi ou qu'ils utilisent des transports en commun et qu'ils essayent de pénétrer à l'intérieur de la ville par cette zone. Avec ses collègues du Yassam, ils installent des barrages filtrants. La plupart des bus palestiniens sont sommés de s'arrêter. Un peu au hasard, Benjamin choisit 4 passagers. Ils vont avoir droit à une fouille très poussée. T'as rien dans tes poches que tu devrais pas voir? Mais non. C'est la première fois que tu es contrôlé? Non, c'est très souvent que ça arrive. Comment ça se passe? Bah tu le vois toi-même, c'est leur travail, c'est leur droit. Tu peux rien dire. Allez, mets-toi là, s'il te plaît. Personne ne bronche. Le contrôle va durer une 30aine de minutes. Car après la fouille, les policiers vérifient chaque identité par radio au central. Une partie d'eux ont déjà été arrêtés plusieurs fois, ont des casiers judiciaires. Est-ce que ça en fait des suspects? Ça en fait pas des suspects, mais ça permet ça nous donne déjà un certain point de vue sur la personne. Une pression permanente qui envenime les rapports quotidiens. Comment tu te sens? Comment je me sens? Je me sens humilié. C'est dans ce contexte que pour son enquête,
Abigail a décidé de rencontrer d'autres jeunes filles qui ont le même parcours qu'Ayat. Depuis l'attentat, plusieurs Palestiniennes se sont enrôlées comme elle auprès d'organisations terroristes. La prison compte une vingtaine de ces candidates au suicide que la police a pu arrêter à temps. Abigail veut comprendre comment de si jeunes filles peuvent devenir de farouches kamikazes. Et ce qu'elle va découvrir va l'effrayer au plus haut point. Une équipe de télévision va entrer, vous pouvez ouvrir. Saoura, tu veux bien sortir? Tu veux bien leur parler? N'aime pas parler hébreu. C'est d'accord, Tagrid va traduire. Comment vous appelez-vous? Saoura Khamour. Quand je vois mon peuple, mes amis et ma famille, des frères et des sœurs musulmans se faire tuer devant moi, j'ai envie de me venger. Comme ça, vous, les Israéliens, vous vous rendez compte à quel point on souffre. Et quand vous perdez un enfant, vous vous rendez compte à quel point il vous est cher. On ressent la même chose. J'ai perdu ma fille dans un attentat suicide à Jérusalem, celui du supermarché. Et l'assassin, c'était Ayat. Vous connaissez Ayat de Daesh, Ayat Akras de Daesh. C'est vrai ou vous dites ça pour la caméra? C'est vrai. Montre-leur ton pendentif, Abigail. Sa fille est morte dans l'attentat d'Ayat. Elle est jolie. Je comprends ce que vous ressentez en tant que mère. En tant que mère de la fille qui a été tuée dans l'attentat d'Ayat. Je compatis avec le chagrin d'une mère. Peu importe la religion, une mère est une mère. Nos mères aussi ont souffert. Combien de fois vous nous avez chassés de nos terres et vous nous avez fait souffrir? Même quand vous avez évacué la bande de Gaza, vous avez commis des actes horribles. Cette terre ne vous appartient pas. C'est notre terre. Et vous ne pensez pas qu'on peut se battre autrement qu'en tuant des gens? Combien de terres vous avez volées à la Palestine? Israël, Tel Aviv, Israël, ça n'existe même pas. Le pays que vous appelez Israël, c'est la Palestine. Tout ça, c'est notre terre. Il y a des juifs irakiens, des juifs russes, des juifs marocains. Pourquoi ils sont en Palestine? Les juifs irakiens devraient aller en Irak. Les juifs marocains devraient aller au Maroc. Comme ça, on pourrait faire la paix. C'est notre terre. C'est l'histoire qui l'a décidé. Quelle histoire? Qu'est-ce que dit la Bible? Il y a un seul Dieu, d'accord? Votre Dieu et notre Dieu sont le même Dieu. Vous croyez en Dieu et moi aussi. Le Coran dit certaines choses. La Bible dit d'autres choses, mais moi je suis née en Israël. Je ne suis pas venue d'Irak ou du Maroc. Et quand je suis née, je n'ai pas vu la Palestine. Comment j'aurais su? Ici, c'est la Palestine, pas Israël. Mes parents sont d'Israël. Ça n'existe pas, Israël. Il n'y a rien à faire. Elle doit comprendre qu'il y a deux nations ici. La Palestine et Israël. Tu oublies l'occupation. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Comme je vous ai dit, je l'ai fait pour Allah le Tout-Puissant. J'étais consciente de ce que je faisais. Je suis ici parce que je veux résister. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je pensais que c'était bon pour la Palestine. Abigail ne s'attendait pas à autant de détermination. Et pourtant, ces kamikazes en herbe sont nombreuses. À 90 km de Jérusalem, la bande de Gaza est à l'époque l'un des bastions du terrorisme palestinien. Les organisations clandestines recrutent de plus en plus de jeunes filles. Raison tactique, elles passent inaperçues, mais aussi parce que pour chaque foyer, la libération de la Palestine est devenue un combat que chacun doit mener quel que soit son âge et son sexe. Comme dans cette famille. La jeune Marvat s'est donné la mort il y a quelques semaines en déclenchant une ceinture explosive au milieu d'un groupe de soldats israéliens.
Voici sa petite sœur préférée. Et le dernier, là, il va à la mosquée, depuis qu'il est tout bébé. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver à un autre de vos enfants? Pourquoi pas? Eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. J'espère. Oui, je les encourage. Et pourquoi je les encouragerais pas? Les positions semblent irréconciliables. Alors comment Abigail peut-elle continuer son enquête? Entre 2002 et 2006, toute la région autour de Bethléem va être le théâtre d'affrontements sanglants entre forces israéliennes et groupes armés palestiniens. Deïché, le village des parents d'Ayat, la jeune kamikaze, est occupé par les chars de Tsahal. Mais Abigail a pris sa décision. Elle attend la première accalmie et se lance. Au printemps 2006, la tension retombée, c'est le grand jour pour Abigail. Comme guide, elle a choisi de se faire accompagner par le prêtre catholique de Bethléem. Deïché est tout proche de son appartement, mais pour elle, c'est une expédition en milieu hostile. Cette pancarte rouge marque l'entrée dans les territoires palestiniens. Il n'y a personne au checkpoint, mais elle n'est pas rassurée. C'est loin, l'intérieur des territoires? Je crois. En tout cas, on dirait. Tout va bien se passer. J'en suis pas si sûre, je sais pas. Ça va? Je vous sens inquiète. C'est encore loin? On m'avait pas dit que c'était aussi loin. Non, c'est plus très loin. Je me sens pas vraiment en sécurité. Je comprends, mais vous allez voir. Les affrontements sont terminés, mais pour elle, la tension persiste. Ça doit être le marché, beaucoup de gens viennent faire leurs courses. Oui, c'est le marché. Vous voyez le clocher juste en face? Oui. C'est notre église. Arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? On tourne un film. Montrez vos papiers. Pour quelle raison? Montrez vos papiers. Vous êtes journaliste? Un instant, s'il vous plaît. Premier accro. À quelques minutes du but, la police palestinienne arrête les voitures et une partie de l'équipe va se retrouver au poste de police pour y être interrogée durant plus de 4 heures. Abigail préfère se réfugier à l'église et son guide l'encourage à persévérer dans son enquête. Ce que j'espère quand vous rencontrerez la mère d'Ayat, c'est que vous verrez l'être humain, la mère, qui se bat avec ses contradictions. Si elle avait pris la parole pour dire ce que ma fille a fait est mal, peut-être que certaines personnes en Palestine l'auraient écoutée. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que si elle admettait ça, sa souffrance serait encore plus... comment dire? Plus grande? Oui. S'ils vous disaient qu'ils regrettent ce que leur fille a fait, vous imaginez ce que ça signifierait pour eux? Ça signifierait que leur fille a été tuée en vain. Pour rien. Sans le moindre résultat. La mère de Rachel est ébranlée. Lorsque l'équipe est enfin libérée, la nuit est tombée. Abigail a pris peur. Elle veut rebrousser chemin. Ils habitent où? N'habitent pas très loin, à une rue d'ici. Vous m'emmenez pas chez eux, j'espère? Non, non, je vous montre juste les alentours. À moins que vous vouliez aller chez eux? Non, non, non. Non, il fait trop sombre, j'aurais peur d'y aller maintenant. Elle n'est pourtant qu'à 2 pas du quartier d'Ayat.
J'espère vraiment que nous réussirons dans un avenir proche à organiser une rencontre entre vous et la mère d'Ayat. La peur est trop forte. Abigail n'est pas capable d'aller plus loin. La voiture la ramène à Jérusalem, mais elle ne va pas renoncer pour autant. À Jérusalem, le Yassam poursuit sa patrouille. Jusqu'ici, tout est calme. Pourtant, dans ce quartier, Ranan a évité un carnage. Cet endroit n'était pas exactement comme ça. Le couloir était plus large et le terroriste se tenait là-bas au milieu. Quand il m'a vu, il s'est retourné et j'ai tiré sur lui. J'ai réussi à l'avoir, mais en tombant, il m'a tiré une rafale avec son M16. Regardez, on voit les impacts de balles. Dans des cas comme ça, il faut y aller, il faut se battre. Il ne faut pas penser à deux fois. Après, on a tout le temps d'y réfléchir. Donc à aucun moment tu n'as hésité, tu n'as réfléchi avant de tirer. Bien sûr que j'ai marqué un temps d'hésitation, mais il faut y aller. C'est pour ça qu'on nous entraîne, c'est pour ça que l'on nous forme. Dans ce quartier très commerçant de la ville et régulièrement ciblé par les attentats, la présence du Yassam rassure les habitants israéliens. Vous voulez un bonbon? Tu vois, on les aime tellement qu'on leur donne des bonbons. Sans eux, tu serais pas là, les mains dans les poches. Ils viennent, ils assurent ta sécurité. Ils protègent la population. C'est le jour où les Israéliens font leurs achats. Il y a beaucoup de monde. Mais quand les gens nous voient, vous les avez entendus, ça les rassure. Mais la brigade ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de la population arabe de la ville. Avec leurs pistolets, leurs grosses motos, ils se prennent pour qui? Je sais que ce sont les forces spéciales, mais je préfère avoir affaire à la police ou à l'armée. Ils se prennent pour Vandame, ils veulent faire peur aux gens, c'est tout. Et ils vous font peur à vous? Non, moi le seul dont j'ai peur, c'est Dieu. Cow-boy pour les uns, ange gardien pour les autres, les hommes du Yassam ont un point commun avec les kamikazes, leur détermination. La preuve, le lendemain, sur ce terrain vague des faubourgs de Jérusalem. Voilà typiquement le genre de silhouette qui attire leur attention. Gros manteau et sac à dos. Indice aggravant, ces fils rouges qui dépassent de la veste. Il faut agir avec discernement, car il peut s'agir d'un innocent. Un gars avec un fil électrique qui sort de sa poche, c'est peut-être un électricien qui part bosser. Enlève ta veste! Enlève ta veste! Le doigt est constamment sur la détente avec une balle engagée dans le canon. Nous sommes prêts à parer à toute éventualité. Et s'il crie Allahu Akbar, Dieu est grand, à ce moment-là on tire. En l'occurrence, il ne criera pas. Il s'agissait d'un exercice. Ici centrale de Jérusalem, nous vous signalons des tirs rue Yafo. Les hommes du Yassam s'entraînent toujours, à balles réelles. On vérifie le périmètre. Terroriste sur la droite. C'est 6 mois après leur première tentative que les familles d'Ayat, la kamikaze, et Rachel, sa victime, vont tenter de se parler 4 ans après l'attentat. Les mères des jeunes filles désirent cet échange, mais elles ne veulent plus se déplacer hors de leur quartier. Alors comment le dialogue va-t-il bien pouvoir se dérouler ?
Il faut que le câble soit bien tendu. En fait, l'histoire des deux familles a ému une télévision américaine. Elle a décidé d'établir une liaison satellite entre Deiché et Jérusalem. Abigail va enfin pouvoir découvrir le visage des parents d'Ayat. Leur premier échange de regards est glacial. Okay, it's fine. We set. We ready? Okay, let's get started. Bonjour, Oumayat. Ça fait longtemps qu'on attend cette rencontre. J'ai envie de vous parler depuis longtemps. Je suis très émue. Je veux vous parler en tant que mère. Et je voudrais que vous m'écoutiez aussi comme une mère, de cœur à cœur. Je vous comprends. Vous êtes une mère et je suis une mère. Saviez-vous où elle allait et ce qu'elle allait faire? Saviez-vous ce qu'elle allait faire quand elle est partie? Si on sait une chose pareille, c'est impossible de l'accepter. Aucune mère ne laisserait sa fille faire une chose pareille. On a appris ça à la télévision comme vous. Vous voulez dire qu'elle a décidé un jour de venir ici et de se tuer? Elle avait 18 ans. Ce n'était plus une enfant. Pour elle, c'était bien d'agir ainsi. Pour vous, c'est mal. Chacun a son opinion. Je veux vous dire quelque chose de très dur à accepter. Votre fille et ma fille ont été tuées pour rien. Vous n'avez rien obtenu et je n'ai rien obtenu. Pour vous, ce n'est rien. Mais pour son peuple, c'est quelque chose. Vous n'avez pas vécu ce qu'elle a vécu. On vit dans la misère. Mon peuple vit dans un camp. La fenêtre ouvre sur la fenêtre du voisin. Les rues mesurent 1 mètre de large. Vous n'arrêtez pas de parler de votre souffrance. Mais vous accepteriez ça, vous? Quand l'Amérique était une colonie, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand la France était occupée, qu'est-ce qu'elle a fait? Et l'Algérie? Et tous les autres pays occupés? Tous les pays ont leur liberté, sauf la Palestine. L'occupation provoque la résistance. Vous n'acceptez pas ce qu'elle a fait, moi non plus, mais elle a décidé que c'était son chemin. Vous ne faites rien pour résoudre le problème. Vous ne faites que vous plaindre. Pour résoudre le problème, vous devez commencer par vous remettre en question. Vous devez reconnaître que tuer n'est pas un moyen de résoudre le problème. Je veux que vous parliez aux autres enfants et que vous disiez que ce qu'Ayat a fait est mal. Mais les enfants n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ayat ne m'a pas demandé mon avis. Elle a vu ce qui se passait et elle a agi en conséquence. Ayat a choisi son chemin et elle l'a suivi. Je vous dis que je veux la paix. Comment faire naître la paix? Tenons-nous par la main et agissons pour la paix. Comment je pourrais vous serrer la main si vous pensez que ce que votre fille a fait est la bonne méthode? Vous devez dire que tuer n'est pas la bonne méthode pour arriver à la paix. Elle est une victime. Je suis une victime. Qu'est-ce que les mères peuvent faire? Je lui dis tenons-nous par la main et agissons pour la paix? Je tends la main vers vous. Elle ne veut pas. Si elle le veut. Non. Toutes les deux, on devrait se tenir par la main, protester et dire assez de violence. Parce que la violence ne peut rien résoudre. Vous et moi, toutes les deux, on peut dire que la première chose à faire, c'est de se parler les uns aux autres. Et ça, ce sera un début. On est très loin de ce que vous proposez, très très loin. Non, on n'en est pas loin. On peut le déclencher. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que je souhaite, mais la réalité est différente. Vous et moi, nous sommes de pauvres âmes qui ne peuvent rien faire. Ils nous piétinent sans nous voir. Vous êtes une victime et moi aussi. Nos gouvernements ne nous écoutent pas. Parce que vous êtes une victime et je suis une victime. Mais je veux vous poser une dernière question. Une dernière question au sujet de la paix. Quelle est la solution qui me redonnera mes droits? Stand up
Si vous décidez d'aller à la télévision pour dire à toutes les mères palestiniennes que ce que votre fille a fait n'est pas la bonne façon de résoudre le problème, Et quand on aura retrouvé nos droits, notre terre, notre autorité, notre gouvernement, quand nos enfants seront libérés des prisons, quand nos maisons seront reconstruites, j'irai parler à la télévision. J'irai parler aux chaînes par satellite et je dirai bien fort que nous voulons la paix. Vous savez, je suis tellement déçue de votre réaction. Très déçue parce que tous les messages que vous envoyez sont des messages de guerre, des messages de haine. Ne soyez pas déçus car je vous ai dit la vérité. Depuis la mort d'Ayat, j'appelle à la paix. J'appelle à la paix, pas à la capitulation. Vous voulez la capitulation, pas la paix. Le peuple palestinien ne capitulera jamais. Ayat n'est plus là et il y en aura 1 million d'autres. Oumayyad, je regrette. Je veux dire que je regrette que ça se termine comme ça parce que je me rends compte que c'est impossible qu'on puisse trouver une solution. Je peux enlever ça? Retirez-moi ça. Stopper les tirs de roquettes palestiniennes, Israël menait sur la bande de Gaza un raid qui a tué 1300 Palestiniens. C'était le plus meurtrier depuis 40 ans. Notre enquête se poursuit à Jérusalem. Côté arabe comme côté israélien, certains refusent de baisser les bras. Ils veulent parvenir à vivre ensemble dans la paix. Un espoir un peu fou, car au quotidien, leur vie est semée d'embûches. Voilà, nous sommes à Jérusalem-Est, dans la ville arabe. Nous allons passer dans quelques instants dans la ville israélienne. Il y a un contrôle des passeports, un checkpoint israélien. Alors vous allez découvrir là, dans cette petite boutique, quelque chose d'assez surprenant. Ici, en effet, des femmes arabes se rassemblent pour apprendre l'hébreu. Connaître la langue de l'autre, c'est faire un premier pas vers lui. Donc, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis leur professeur d'hébreu. Ah, yes? Ces femmes viennent du vieux quartier arabe de la ville et elles veulent apprendre la langue. Pourquoi? Pour vivre normalement avec les Israéliens et leurs institutions. Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre l'hébreu? Parce que j'adore cette langue. Vraiment, je l'aime. Vous avez aussi appris à l'écrire? Mais oui. Vous nous montrez? C'est facile? Très facile. Il y a des similitudes? Oui, il y a beaucoup de ressemblances avec l'arabe. Parce qu'en fait, l'hébreu et l'arabe ont des racines communes. Ça, par exemple, c'est pour aller à l'hôpital. L'hôpital, vous voyez? C'est pour faire soigner mon fils. Là, j'ai tous les mots dont j'ai besoin pour pouvoir discuter avec les médecins. Donc vous avez besoin de ça, ça vous sert pour la vie quotidienne. Et cette dame-là, elle dit qu'elle vient pour apprendre la langue de l'ennemi. La langue de l'ennemi. Mais elle a tort, c'est pas pour ça. Oui, mais on n'est pas en paix avec eux. On est amis. Moi, je veux être ami avec eux. Oui, mais on n'est pas en paix avec eux. Ok, on n'est pas en paix. Mais on doit vivre ensemble, côte à côte. Ah oui, c'est ça. Pour vivre ensemble, il vaut mieux bien se connaître. C'est pour ça que je viens ici. Vous pensez que c'est un bon moyen de promouvoir la paix? Oui, bien sûr. Ok, bon travail. Thank you. Thank you, bye bye. Thank you. Bye.
Ici, la paix est un défi permanent à relever. D'autant que depuis les attentats, l'État israélien a mis en place d'impressionnantes mesures de sécurité qui rendent la vie quotidienne des habitants et notamment des voisins palestiniens très difficile. Hello Nazi. How are you? C'est Nazi, notre guide, un professeur d'histoire palestinien qui va nous faire découvrir les fameux checkpoints, les points de contrôle qui protègent Jérusalem. Il est normalement interdit de les filmer. Il contrôle tout ce qui arrive des territoires palestiniens au nord de Jérusalem. Tous ceux qui viennent de Ramallah et des villages passent par là. Donc des milliers de personnes passent par ici chaque jour et ils ne peuvent pas le faire en voiture. Non, ils doivent descendre et passer à pied tous les contrôles. Ça se passe là-bas. Donc ils sont contrôlés et fouillés à chaque fois? Oui, c'est systématique. On ne peut pas l'éviter quand on arrive à Jérusalem. Juste derrière ce checkpoint, c'est la Palestine. Et là, vous pouvez voir le mur. Ce mur est censé protéger Israël des attaques terroristes. Il fait aujourd'hui 400 km de long. Une terrifiante frontière de béton qui sépare l'État israélien des territoires palestiniens. Et vous savez pourquoi il y a des barbelés sur le haut du mur? Parce que beaucoup de Palestiniens passaient par-dessus en utilisant des échelles de corde. Alors les Israéliens en ont tiré la leçon et ils ont rajouté les barbelés. Ce mur doit être prolongé d'une centaine de kilomètres vers le sud. Il prive les paysans palestiniens d'une partie de leurs terres. Nous sommes à Bailin, à une trentaine de kilomètres de Jérusalem, en territoire palestinien. Tous les vendredis, la prière est l'occasion d'une manifestation contre l'avancée du mur. Le chantier n'est qu'à 200 mètres du village. C'est donc ici que le mur doit être construit. Et ils travaillent tout le temps? Même la nuit? Oui, parfois ils travaillent même la nuit. Pour protéger les habitations israéliennes situées en face sur la colline, le mur sera construit au beau milieu de leurs oliveraies centenaires. Certaines parcelles sont désormais inaccessibles. Vous imaginez combien de mètres cela va faire pour aller de ce côté-là à celui-là? Ah oui, c'est très large. Ah oui. Et ce n'est qu'un début. Parce qu'au pied du mur, il y aura une route. Oui, comme vous le savez, le mur, la route, les barbelés. Et des barbelés. Et pour faire une double voie, ils vont encore nous prendre du terrain de ce côté. Et du point de vue israélien, quand vous voyez ces habitations en face, les gens ont besoin de sécurité et ils disent qu'ils ont peur des attaques terroristes. Oui, c'est un vrai problème, mais je vous le dis, moi, je vis ici depuis 25 ans. Et personne n'a jamais commis aucun acte contre les colons en face. Personne, aucune action. Non, personne. Il n'y a pas besoin de construire ce mur pour des raisons de sécurité, puisqu'il n'y a jamais eu d'agression contre la colonie en face. On a toujours vécu en paix avec eux. Et cette colonie israélienne, elle date de quand? 20 ans, 25 ans. Et depuis ce temps, on a des relations de bon voisinage. Il n'y a jamais eu d'action contre eux. Il n'y a jamais eu de problème? Non, non, pas l'ombre d'un problème. Pas d'attaque terroriste? Pas d'attentat, pas de tir. Il n'y a aucun problème entre eux et nous. Alors? Ah non, faut pas les manger. Ah, on peut pas les manger? C'est fait pour quoi ces olives? C'est pour faire de l'huile. Elles viennent de notre livret, mais on ne peut plus aller les récolter à cause des soldats et des bulldozers. Regardez, nos arbres sont là-bas. Ah d'accord, ce sont des arbres palestiniens. D'un côté, les jeunes villageois avec leurs frondes, de l'autre, les soldats avec des gaz lacrymogènes. Censée être pacifique, la manifestation dégénère régulièrement. Attention.
Des escarmouches qui ont déjà tourné au drame. 3 villageois sont morts au cours de ces manifestations du vendredi à Beilin. Parlez anglais? Pourquoi lancez-vous des pierres? C'est contre les soldats, en face. Vous êtes du village? Oui. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Et il y a des champs à vous en face? Oui, celui-ci là-bas. Il appartient à votre père? C'est à ma famille. Et vous ne pouvez plus y accéder? Non. Non. Et vous pensez que lancer des pierres, ça va changer la politique d'Israël? Bien sûr, j'espère, oui. Vous venez ici tous les vendredis et vous jetez des pierres? Oui, à chaque manifestation. Vous n'avez jamais été blessé? Si, 5 fois. 5 fois? Mais où? Dans le dos. Des grenades, des balles? C'était des balles caoutchouc et des grenades lacrymogènes. Ok, soyez prudents. Merci. Mais c'est au sud d'Israël que la tension est la plus vive. Direction Sderot. C'est une ville qui vit sous la menace des roquettes palestiniennes. Il en est tombé plus de 4000 au cours des dernières années. Il y a eu une douzaine de morts. Nous allons rencontrer un groupe d'Israéliens qui continuent malgré tout de croire au dialogue avec les gens qui sont de l'autre côté. Situé tout près de la bande de Gaza, Sderot est depuis des années la cible de roquettes Qassam, des roquettes de fabrication rustique lancées par les miliciens du Hamas. Et dès notre arrivée à Sderot ce soir-là, première alerte à la roquette. Tu m'expliques qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu l'alerte, ça s'appelle l'alerte rouge, c'est-à-dire qu'un tir de Qassam à partir de la bande de Gaza. Donc on attend soit le bruit qui prouve que c'est tombé, soit s'il n'y a pas de bruit, ça va être fini. Quoi. Ok. Ouais, c'est fini. Ici, c'est presque la routine. Toutes les rues et même les jardins d'enfants sont équipés à Sderot d'abris antimissiles comme celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la roquette? L'homme ne répond pas. Il appelle sa famille pour savoir si personne n'a été touché. Où sont tombées les roquettes? Non, celle-ci n'était pas pour nous, elle est tombée près de la plage. À Sderot? Oui. Sur la plage? Oui. As-tu eu peur? Non. 4000 roquettes sont tombées à Sderot en quelques années. Pourtant ici, certains habitants croient encore à la paix et au dialogue avec les Palestiniens. Nous nous rendons chez Nomika. Sur sa porte, il y a des autocollants pacifistes. Shalom. How are you? Bienvenue. Je suis surpris. Dialoguons avec la Syrie. Oui, dialoguons avec la Syrie. Évacuons Gaza. Sortons des territoires occupés. Rentrons chez nous. Partir de Gaza et des territoires occupés? Oui, c'est ça. Nous sommes pour la paix maintenant. Peace Now Movement. C'est notre mouvement. Je pense que c'est la seule porte de Sderot où vous pourrez voir ce genre d'autocollants. Il faut un peu de courage pour les afficher comme cela. Les gens ici ne sont pas aussi progressistes? Non. La plupart des gens ici vivent dans un stress permanent. Ils éprouvent beaucoup de haine et de ressentiment contre nos voisins palestiniens. À cause des roquettes? Oui, à cause des roquettes. Parce que vous savez, il y a 30 ans, les gens de Sderot et ceux de Gaza étaient très liés. On allait en week-end à la plage, ensemble, à Gaza. To the beaches of Gaza. Oui, c'est ça, sur les plages. Les gens de Gaza venaient chez nous, dans nos marchés. Les familles se visitaient. Les relations étaient vraiment très amicales.
Et ça jusqu'au milieu des années 80, à la première intifada. Jusqu'en 1987 donc. Oui, c'est ça, exactement, en décembre 87. Après, tout a changé. La première intifada, la première guerre des pierres des Palestiniens contre l'armée israélienne. Alors là, on va chez Or, c'est mon voisin d'en face. Il fait partie du kibbutz. Avec une soixantaine de familles, Nomika a créé ce que l'on appelle un kibbutz, une communauté dans laquelle les biens de chacun sont mis en commun. Les habitants partagent aussi les mêmes valeurs pacifistes. Et pourtant, les tirs de roquettes ne les ont pas épargnés. Ici, on a tout construit ensemble. Planter les arbres, les plantes. On travaille tous les week-ends avec tous ceux qui sont volontaires. Quand on a un peu de temps. Or est avocat, hein? Oui, Or est avocat. Il a 3 filles. Et là, une roquette a frappé le mur de sa maison. Elle a aussi soufflé ma porte et a brisé toutes mes vitres. Shalom. Good evening. Hello. Bonsoir. Je m'appelle Or et voici mes filles. Cheers, 17 ans. Et Thor, 14 ans. Donc vous êtes un membre du kibbutz? Oui. Quand est-ce que vous vous êtes installé ici à Sderot? On est arrivé en 1992, quand elle avait tout juste 1 an. Et qu'est-ce qui est arrivé chez vous? Oui, on a reçu une roquette. C'était l'an dernier, le 6 février. Quand l'alerte rouge a sonné vers 5 heures de l'après-midi. J'étais pas encore à la maison. J'étais au travail. Mais mes filles étaient là. Elles ont couru jusqu'à l'abri anti-roquette. Et c'est ce qui les a sauvées parce que le Qassam a fait un énorme trou ici et dans le mur. J'ai gardé les photos. Oui, vous allez voir. Regardez. Mais on a eu de la chance parce qu'elle est tombée tout en bas. Elle a frappé ici. Elle s'est écrasée sur le sofa. Celui-là est tout neuf. Tout a été projeté de l'autre côté de la maison et elle a cassé le mur de l'autre côté. Vous avez un abri antimissile à la maison? Oui, bien sûr, c'est par là. Ah, c'est ici. C'est ici, oui. Elle est blindée? Oui, ça fait 40 cm d'épaisseur. Et toutes les maisons ici ont un abri antimissile? Oui, toutes les nouvelles constructions. Toutes celles construites après 1991 en Israël ont l'obligation d'avoir cet abri. Pas facile de vivre à Sderot, mais la famille de Or garde l'espoir. Ma dernière fille a 8 ans. Et une fois, elle m'a demandé, « Papa, si un jour, quand je vais à l'école, une alerte rouge se déclenche et qu'il y a un abri de l'autre côté de la route, est-ce que je dois me jeter par terre ou rejoindre l'abri ? Ce ne sont pas des questions que devrait se poser une petite fille. Ce n'est vraiment pas normal. La vie qu'on a ici depuis 8 ans, de souffrance, à cause des tirs de roquettes. Donc vous pensez que les choses vont aller mieux, c'est la raison pour laquelle vous restez ici? J'espère vraiment. Ma fille n'arrête pas de me demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Et je n'ai pas de réponse. C'est peut-être pour la génération suivante, car il y a tant de haine de l'autre côté. Je sais que ça va prendre beaucoup de temps avant que les deux nations se mettent d'accord. Il faut que chacune fasse un pas vers l'autre. Thank you very much. Thank you. Thank you for welcoming us. Bye. Bye bye. Thank you. Bye. À l'époque où nous avons réalisé ce reportage en décembre 2008, les autorités israéliennes interdisaient l'accès de Gaza aux journalistes. Quelques jours plus tard, l'armée israélienne bombardait Gaza
tuant 1300 civils palestiniens. Malgré les efforts des artisans de paix de part et d'autre, l'issue à ce conflit ne pourra être trouvée sans un engagement total à la fois des diplomaties européennes et américaines. C'est important parce que ce qui se passe ici est observé à la loupe dans le monde entier et a des répercussions immédiates sur le dialogue, les relations entre les communautés, notamment en France. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro exceptionnel d'Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Julie Mamoumani, rédaction en chef Maude Brunel et Laurent Huberson, réalisation plateau Nicolas Dom, Youssef Keman et Karim Chenini, production Stéphanie Burlot. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée sur M6 et rendez-vous la semaine prochaine.